Les hommes sont les seuls habitants connus du système solaire. Ils l'ont étudié et ont conclu qu'il était composé d'un soleil entouré de 9 planètes. Mais cette certitude est remise en cause. Il est temps de revoir notre façon d'appréhender le système solaire. Une planète pourrait ainsi disparaître de la carte des planètes du système solaire. Pluton ne devrait pas être considéré comme la 9e planète. Soit c'est un objet banal, soit c'est la planète la plus bizarroïde qui soit. Cette idée a longtemps prévalu, mais elle est erronée. Le temps est-il venu de faire nos adieux à Pluton ? Par une froide journée d'hiver, un homme décide de remettre en cause notre vision du système solaire. Dans le plus grand musée spatial de New York, Neil Tyson s'apprête à sacrifier une planète. Sa victime, Pluton. Ça nous a causé bien des soucis, car les familles en visite nous demandaient « Où est passé Pluton? Nous ne voyons plus Pluton !» Vous avez raison, Pluton n'est plus là. J'ai un dossier rempli de lettres d'enfants mécontents qui m'écrivent. Je vous en supplie, monsieur Tyson, ne démontez pas Pluton, c'est notre planète préférée. Plusieurs écoles ont organisé des votes et il y a eu de vifs débats. L'astrophysicien Neil Tyson ignore les suppliques. Il est convaincu que Pluton ne mérite pas l'appellation de planète. Si on intègre Pluton, alors il faut intégrer les 5 lunes qui sont plus grosses que Pluton. Vous l'ignoriez, pas vrai? Notre Lune est plus grosse que Pluton, ainsi qu'un tas d'autres lunes. Pour ce qui est de la taille, Pluton ne mérite donc pas d'être une planète. Pluton est principalement formé de glace. Cette glace tient bien aux confins du système solaire. Mais si Pluton se rapprochait au niveau de la Terre, la glace s'évaporerait sous l'effet du Soleil et formerait un panache. Ce comportement ne correspond pas à celui d'une planète. C'est ça qui m'embarrasse. Pour Neil, il est hors de question que Pluton côtoie les véritables planètes dans le musée. Son opinion est des plus radicales. En tout cas, à New York, la planète Pluton est bel et bien morte. Si personne ne s'oppose à l'anéantissement de cette planète, si personne ne tente d'empêcher la rétrogradation de Pluton, c'est aussi parce que la définition d'une planète est assez floue, même pour les spécialistes. Si c'est de la taille de Mercure, je ne pourrais pas appeler ça une planète. Mais si c'est de la taille de la Terre, alors oui. Une planète doit pouvoir se visiter. Quelle est la caractéristique fondamentale d'une planète? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse à cette question. Une planète, ça peut être tout objet qui évolue autour du Soleil. Je ne voudrais pas que l'on se souvienne de moi comme l'un de ces astronomes idiots qui ne savent même pas ce qu'est une planète. Une véritable cacophonie. Comment trouver une solution? En rendant visite au Saint des Saints. Le siège du système solaire se trouve sur la côte est des États-Unis. Le plus infime objet de notre système solaire est intégré dans la base de données continuellement mise à jour de Brian Marsden. Dès qu'un nouvel objet est découvert dans le ciel, il est aussitôt signalé à Brian et ses collègues du Centre des planètes mineures. Les observations sont transmises à tous les membres de mon équipe, comme Garrett, qui déguste une limonade. Il travaille très dur, comme vous pouvez le constater. Je suis en train de créer un nouveau code pour un amateur en Italie. Très bien. Si ces observations se révèlent correctes, bien sûr. Vérifie-les. On ne peut pas toujours se fier à ces nouveaux observateurs. En plus des 9 planètes, les archives de Brian contiennent des dizaines de milliers d'astéroïdes et de comètes. Pas de bons objets aujourd'hui?
Si, je viens de faire un rapport. Très bien, très bien. Peut-être une comète qui s'est divisée, oui. Ah, en effet, elles font ça tout le temps. Tout objet identifié dans le système solaire est répertorié dans les archives du Centre des planètes mineures. Brian semble donc le mieux placé pour savoir ce qu'est une planète. Hélas, même le Centre des planètes mineures ne dispose pas d'une définition scientifique moderne d'une planète. Le mot planète est un concept dont les astronomes doivent tenir compte, comme étoile ou galaxie. La définition des étoiles et des galaxies est très précise, mais nous n'avons toujours pas réussi à donner une définition cohérente pour les planètes. Ce terme a beaucoup évolué aussi. Jadis, le Soleil et la Lune étaient appelés planètes et la Terre n'en était pas une. Alors que les scientifiques ont du mal à accorder leur violon, une poignée de spécialistes sont convaincus de savoir exactement ce qu'est une planète. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de distinction entre un astrologue et un astronome. Tous les grands astronomes, de Kepler à Galilée, en passant par Newton, étaient capables de dresser une carte du ciel. Les deux activités se confondaient. Les astrologues ont fourni la première définition d'une planète il y a plus de 1000 ans. Tout objet qui bougeait au firmament était une étoile errante. Le mot planète en grec signifie errance. Tout objet qui bougeait était une planète, et ce, quelle que soit sa taille. Les astrologues ont fini par perdre la considération des scientifiques. Isaac Newton était fondu d'ésotérisme. Il est malgré lui à l'origine de la scission entre l'astrologie et l'astronomie. Les astronomes devenus hautains ont décrété que les astrologues n'étaient pas des scientifiques, qu'ils s'intéressaient uniquement aux causes et aux effets d'une horloge universelle qui expliquerait tout. Les astrologues furent relégués dans le royaume des cinglés. Alors que les astrologues expliquaient la vie, l'amour et le bonheur en lisant le ciel, les astronomes s'astreignaient à dresser scientifiquement la carte des cieux. Voici Mercure, planète la plus proche du Soleil. Puis vient Vénus. Je pense avoir perdu. Je savais que ça arriverait. La Terre. Au XVIIe siècle, les astronomes sont très fiers. Le système solaire qu'ils ont défini comporte 6 planètes. C'était plus simple à l'époque. Les spécialistes ne devaient tenir compte que de 6 planètes. La fabrication de grands télescopes bien plus performants déclenche une frénésie de découvertes. Les astronomes repèrent de nouveaux objets dans tous les recoins de notre système solaire. En 1781, William Herschel, installé à Bath, en Angleterre, découvre Uranus. 20 ans plus tard, découverte de la planète Cérès. L'année suivante, on découvre Pallas. Et 1 an ou 2 plus tard, c'est au tour de Junon. Vesta est découverte 3 ans plus tard encore, ce qui fait 11 planètes en tout. Cérès, Pallas, Junon et Vesta sont bien plus petites que les autres planètes. Puis, les astronomes découvrent la dernière grande planète, Neptune. Là, ça a commencé à poser un problème. On se retrouvait alors avec 13 planètes. Mais celle-ci était clairement différente des 8 autres. Les petites planètes sont rétrogradées. Le terme planète naine ou planète mineure aurait été inventé au début de 1853. Elle se démarquait des 8 autres, les planètes majeures. C'était une grande avancée scientifique, selon moi. À la fin du 19e siècle, il y avait... Est-ce que ça va marcher? Oui. Il y avait 500 planètes naines entre Mars et Jupiter. Tous les petits objets qui gravitent autour du Soleil deviennent alors des planètes naines ou astéroïdes. Les 8 autres objets qui tournent de façon indépendante sont des planètes.
Aussi simple que ça, une ceinture d'astéroïdes et 8 planètes. En 1929, les scientifiques héritent d'un nouveau jouet. L'observatoire de Lowell fait construire un immense télescope dans une forêt du nord de l'Arizona. L'objectif est de dresser une bonne fois pour toutes la carte du ciel. Pour assurer cette mission colossale, l'observatoire de Lowell engage un garçon de ferme de 22 ans. La mission de Clyde Tombaugh est fastidieuse. Chaque nuit, il doit prendre des photos des étoiles à l'aide de grandes plaques photographiques et comparer les clichés. Mark Bowie travaille pour l'observatoire de Lowell. Il possède encore le comparateur utilisé par Tombaugh à l'époque. Voilà comment cette machine fonctionne. On pose 2 plaques photographiques, l'une prise à une certaine heure et la seconde 2 heures plus tard ou le lendemain. Ensuite, on compare des zones grandes comme un timbre-poste pour repérer les objets qui auraient changé de place. Si le laboratoire engage un garçon de ferme de 22 ans, c'est que l'analyse de notre ciel doit prendre 20 ans et qu'aucun astronome n'accepterait de le faire. Clyde Tombaugh analyse ainsi des centaines de photographies à l'affût du moindre point dans le ciel qui changerait de position d'une nuit à l'autre. Il faut adopter un rythme particulier pour cette tâche. Il faut être très méthodique, ce que je ne suis pas du tout. Ce n'est pas le genre de travail qu'on peut faire à la légère. Tombaugh est le tout premier à avoir regardé ce genre de plaques photographiques. C'est lui qui prenait les photos au cœur de la nuit, qui les développait, qui les séchait et qui se demandait ce qu'il y avait dessus. Et chaque fois qu'il observait ces plaques et qu'il repérait quelque chose de nouveau, son cœur devait bondir dans sa poitrine en se demandant ce que c'était. Après un travail méticuleux et de très longue haleine, un cliché montre un objet mobile à l'extrémité du système solaire. Le voici. Clyde Tombaugh découvre un objet que nul n'a jamais observé. Voici la plaque qui contient la première image de Pluton. L'enveloppe est neuve, mais l'enveloppe originale où Tombaugh a rédigé son rapport a été collée au dos. Il est intéressant de noter qu'il a découvert 8 nouveaux astéroïdes, 7 étoiles variables, 12 objets temporaires, et pour finir, la planète X, Pluton. Clyde Tombaugh a découvert un caillou isolé à l'extrémité du système solaire. Tout le monde est convaincu qu'il s'agit d'une planète, la dernière de notre voisinage immédiat. Une plutomanie s'empare de notre planète. Le nouvel astre entre dans les manuels scolaires. Un nouvel élément voit le jour, le plutonium. Et un dessinateur reprend le nom pour baptiser son chien fétiche. Clyde Tombaugh devient un héros. I had no idea that 2 little tiny black specks on some glass plates would cause this much of a rumpus. Le système solaire est enfin complet. Plus besoin de chercher une autre planète, Pluton est la dernière de la liste. I want to turn to the outermost planet, and that is Pluto. Shall we move on to the planets? Well, the planets, there are 9 of them altogether. Pendant plus de 50 ans, tout le monde est content. Pluto? Pluto? Yes, Pluto. The 9th planet. Pluto's a lifeless rock. Un homme est toutefois convaincu que les scientifiques ont fait fausse route. Je ne fais pas des choses différentes délibérément. J'essaie juste de garder une dose de scepticisme, car c'est essentiel en science.
Si on se contente de croire aux idées dominantes, alors on est condamné à confirmer ce qui est déjà connu. Un demi-siècle auparavant, Edgeworth et Kuiper avaient calculé que Pluton ne suffisait pas à expliquer la perturbation des orbites d'Uranus et de Neptune. Dewitt pense aussi qu'il y a d'autres objets. Je me suis dit qu'il se pouvait que ce soit vide, mais qu'il était probable que ce soit le contraire, et que si ça semblait vide, c'est que personne n'avait suffisamment scruté cette zone pour y repérer des objets. Dave Dewitt se rend au sommet du Mauna Kea. Là se dresse un des télescopes les plus puissants au monde. Depuis sa base au fond de l'océan, cette montagne est plus haute que l'Everest. Le site est idéal pour observer le ciel, mais offre un confort au quotidien des plus spartiates. Mauna Kea culmine à plus de 4200 mètres. Il fait très sec ici. Ce n'est pas un site agréable pour observer le ciel. On attrape de terribles maux de tête. J'ai toujours la migraine quand je viens ici. Dave parvient à convaincre une collègue de braver les éléments pour scruter le voisinage inconnu de Pluton. Elle s'appelle Jane Lou. L'oxygène est rare, on dort mal, on mange mal. On se déshydrate. Une fois que le nez est desséché, il se met à saigner. Quand la muqueuse est sèche, les vaisseaux sanguins finissent par se rompre. On souffre le martyre. Mais on sait qu'il n'y a pas de meilleur observatoire au monde. Voici la salle de contrôle, comme tu le sais. Souvenir douloureux. Voici les sièges de contrôle. Rien n'a changé sur le tableau. Les mêmes photos. Ouais. Dave Dewitt et Jane Lou se lancent sans savoir ce qu'ils cherchent. Planète ou astéroïde? S'ils trouvent un seul objet dans le voisinage de Pluton, hormis sa lune Charon découverte en 1978, cela suffira pour justifier une analyse plus complète des confins du système solaire. Ils passent ainsi de longues nuits, les yeux rivés sur les écrans, à scruter le ciel, centimètre carré par centimètre carré. Au début, je n'ai pas réussi à obtenir des subsides pour mener ces recherches, car on les jugeait trop hasardeuses. Du coup, j'ai utilisé d'autres fonds, pas très orthodoxes. On nous demandait sans cesse quand on allait arrêter, puisqu'on n'avait toujours rien trouvé. Que ça faisait des décennies qu'on cherchait et qu'il n'y avait rien à découvrir là-bas. Quand une recherche ne donne aucun résultat, on finit par vous refuser tout délai supplémentaire. Alors nous avons utilisé un subterfuge en prétextant d'autres recherches. Et dès que nous arrivions ici, nous reprenions nos observations. C'est pas drôle, mais on voit des astéroïdes, on voit des objets en mouvement. C'est fascinant. On s'enflamme pour le moindre objet. Qu'est-ce qui bouge là? Un objet lent? Non, c'est juste un rayon cosmique. C'est loin d'être aussi ennuyeux qu'on pourrait le croire. Finalement, après 1437 jours d'observation continue, Dave et Jane repèrent un objet étrange, tapi aux confins du système solaire. Il m'a dit, Jane, viens voir. C'était un objet qui se déplaçait à une vitesse qui nous semblait normale pour un objet situé au bout du système solaire. On était tout excités. C'était le premier objet candidat qu'on voyait aussi clairement. Le premier signe positif qu'on récoltait en 5 ans. Ce jour-là, on était convaincus qu'on le tenait, qu'on avait réussi. Des années d'observation fastidieuses et de saignements de nez portent enfin leurs fruits. Pluton et sa Lune ne sont pas seuls.
C'est la première découverte aux confins du système solaire depuis Charon en 1978. Dave et Jane baptisent l'objet 1992 QB1. Une nouvelle frontière est ouverte à la limite du système solaire. Quand on a appris que Dave Hewitt et Jane Lou avaient découvert le premier objet dans la ceinture de Kuiper, c'était fantastique. Tous les scientifiques ont compris que cette découverte ouvrait un nouvel horizon dans l'exploration du système solaire. Mark Bowie, fervent adepte de Pluton, est bien décidé à ne pas se laisser mettre hors jeu. J'aime le côté nomade mystique que dégage le Far West. Quand on songe aux confins du système solaire, là où se trouve Pluton, c'est-à-dire l'extrémité du système solaire, eh bien, c'est une zone dont on ignore presque tout. Les scientifiques découvrent rapidement que Pluton et sa Lune ont des voisins. Voici un schéma grossier du système solaire. Ce gros rocher ici, c'est le Soleil. Et ici, à peu près, se trouve Pluton. Voilà l'image que nous avions du système solaire jusqu'à la fin des années 90. Puis, en 1992, Hewitt a découvert un objet, un seul, aux confins du système solaire. La découverte de cet objet signifiait qu'il devait y avoir toute une série d'autres objets. 15 ans plus tard, nous en découvrons de plus en plus. À plus de 5 milliards de kilomètres de la Terre, Pluton et Charon sont cernés par des centaines de voisins, au sein d'une vaste ceinture d'astéroïdes évoluant autour du Soleil. Ici, on voit que Pluton a beaucoup de compagnies aux confins du système solaire. Cette zone est baptisée ceinture de Kuiper. En observant de fines portions de cette ceinture, Mark a détecté des centaines d'objets. Dave a dû faire 4 ans d'observation pour trouver le premier objet. Avec notre télescope 2 fois plus grand que celui de Dave, chaque photo que nous prenions nous faisait découvrir un nouvel objet. On en trouvait un nouveau toutes les 20 minutes, en fait. Cette circulaire est sortie à 20h54, celle-ci à 20h52, ici une autre à 17h07. On diffusait des circulaires toutes les heures ou toutes les 2 minutes parfois. Pendant 60 ans, on ne connut qu'une ceinture d'astéroïdes dans le système solaire. Après la découverte de la ceinture de Kuiper, Brian Marsden doit soudain répertorier une toute nouvelle région de l'espace. Le centre des planètes mineures croule alors sous les nouvelles découvertes. Voilà un mois de circulaires signalant des objets intéressants. Et ces objets intéressants ne représentent qu'un millième des objets signalés. Voici la fournée d'octobre. Elle est en 2 parties, car il y en avait trop. Ici, la fournée de novembre. Là, nous arrivons déjà à 120 457 objets. Au siège du système solaire, la pression monte. En 27 ans, le nombre d'objets connus du système solaire passe de 2000 à plus de 120 000. La ceinture de Kuiper fait déborder le vase. Nous sommes mal en point. Ce mot est faible. Comment voulez-vous que 4 personnes traitent seules autant de données? Nous allons craquer un de ces jours. Nous allons nous révolter, car nous en avons assez de bosser 80 à 100 heures par semaine. Si on faisait grève tous en même temps, eh bien, la Terre pourrait exploser. Ce serait justement le jour où quelqu'un aurait repéré un objet se dirigeant droit vers la Terre.
Ou bien un vendredi soir avant un long week-end. Et personne ne le saurait avant mardi matin, à moins que l'objet heurte la Terre le dimanche. Supposant que le centre des planètes mineures serait toujours debout lundi, Brian se dit qu'il est temps de réviser la carte du système solaire. La découverte de la ceinture de Kuiper le contraint à émettre une hypothèse audacieuse sur le statut de Pluton. Pluton n'est pas seul. Pluton est plongé dans un amas d'objets. Cet astre ressemble à Cérès, Pallas, Junon et Vesta qu'on qualifiait de planètes, avant de découvrir d'autres objets dans leur entourage et qu'on les nomme planètes naines. Je trouvais donc que Pluton devait subir le même sort et ne devait plus être considéré comme la 9e planète. Brian est convaincu que Pluton n'est qu'un des astéroïdes de la ceinture de Kuiper. D'autres le pensent aussi. On a l'habitude de dire qu'en trouvant la ceinture de Kuiper, on a perdu une planète, Pluton en l'occurrence. C'est tout de même plus logique de les qualifier d'objets de la ceinture de Kuiper puisqu'ils ont tous la même origine. Certains sont plus gros que d'autres, mais à part ça, Pluton n'a absolument rien de particulier. Soit c'est un objet banal, soit c'est la planète la plus bizarroïde qui soit. Cette idée a prévalu longtemps, mais elle est erronée. Pluton est la seule planète composée de glace. De plus, elle est minuscule. Elle est plus petite que notre Lune. Et sa surface est moins grande que les États-Unis. Pluton semble alors n'être qu'un objet parmi des milliers d'autres. Voilà pourquoi, au musée de M. Tyson, Pluton n'est plus une planète, mais un objet de la ceinture de Kuiper. Depuis que nous avons pris cette décision, notre boîte aux lettres ne désemplit plus. C'est quoi Pluton si c'est pas une planète? Une lune? Un astéroïde? Le plus souvent, il s'agit d'un paquet de lettres envoyées par des étudiants en sciences qui se sont déchirés sur le sujet. Il y a même des lettres d'élèves de CE2 qui écrivent encore au crayon et en faisant des fautes. Puisqu'on l'avait déjà découvert, je trouve que ce n'est pas une bonne idée de l'avoir enlevé. Pluton possède un tas de caractéristiques des autres planètes. Pour moi, c'est une vraie planète. Dans une des lettres que je préfère, un enfant de CE2 m'a écrit « Monsieur Tyson, Pluton a disparu de votre musée. Je vous joins un dessin de Pluton au cas où vous aimeriez savoir à quoi cet astre ressemble. » Et il l'a colorié en violet. Cette affaire fait réagir les gens. Pluton est trop rond pour être un astéroïde ou une lune. Si on déclassait Neptune, je pense pas que ça toucherait les gens. Il doit y avoir un truc spécial avec Pluton. Les élèves de CE2 ne sont pas les seuls à défendre la cause de Pluton. Il y a 16 ans, un groupe d'inconditionnels de Pluton se retrouve dans un restaurant. Ces astronomes ont consacré toute leur vie à l'étude de la plus petite des 9 planètes. Leur objectif, laver l'injustice subie par Pluton. Le groupe se baptise Pluto Underground. Pluton n'a jamais été traité comme une véritable planète. La NASA envoie des télescopes en orbite ainsi que des sondes pour explorer les moindres recoins du système solaire. Les chercheurs récoltent une quantité phénoménale de photos sur toutes les planètes. Mais depuis la découverte de Pluton, il y a 76 ans, voici le seul témoignage. Une image floue et pixelisée prise par le télescope Hubble. La seule chose qu'on connaisse de Pluton après 76 ans à se battre contre la distance se résume en fait à quelques fiches comprenant juste quelques notes. Alan Stern et ses acolytes de Pluto Underground veulent persuader la NASA d'envoyer une sonde vers Pluton. Pour réaliser ce projet, il fallait trouver $1 milliard. Comment faire? La première chose, c'était de convaincre la NASA de faire une étude.
Je suis allé voir le directeur de la division de l'exploration du système solaire. J'étais encore étudiant à l'époque. Je lui ai dit que le groupe dont je faisais partie aurait bien aimé savoir pourquoi la NASA n'avait jamais envisagé de lancer une mission vers Pluton. Il m'a répondu que personne ne le lui avait jamais demandé. Il m'a dit que c'était une bonne idée, mais qu'il fallait que ça intéresse les gens. Je lui ai dit que l'étude de Pluton intéressait énormément de monde. Il m'a dit « prouvez-le-moi ». Nous y voilà, le complexe de lancement 41. Pluto Underground lance une immense campagne de rédaction de lettres. L'association réussit à convaincre la NASA d'offrir à Pluton le même traitement qu'aux autres planètes. Vous voyez ce qui est marqué là? Ça signifie que le décollage est proche. Nani, tu sais ce qu'on a remplacé? Tony, l'un de vous le sait? 16 ans après la naissance de Pluto Underground, Alan Stern n'est plus l'étudiant de 3e cycle en colère. Il est le responsable de la mission scientifique la plus hasardeuse de la NASA. Si vous regardez ici, vous découvrez 30 à 40% de la fusée. Elle fait 21 étages, soit 62,50 m jusqu'au sommet. La fusée est sur le point d'entamer un voyage de 10 ans pour atteindre la plus petite planète. Ici, c'est le sommet de la fusée. La sonde est installée là-dedans, à l'intérieur du cône qui couvre la pointe. Elle est en stand-by. Elle attend la mise à feu afin de s'élancer dans le ciel. Pour les responsables de la NASA, Pluton fait bien partie des planètes. C'est un peu irréel. On n'a pas le temps de contempler, il y a encore tant de choses à faire. C'est tellement énorme. Pourtant, je n'y croirai que lorsque la fusée sera partie. Et qu'allez-vous faire durant les 10 ans qu'elle mettra pour arriver là-bas? Des vacances en Espagne? Certains sont persuadés que Pluton est un astéroïde de grande taille. Pour les membres de Pluto Underground, le fait d'être dans la ceinture de Kuiper n'empêche pas d'être une planète. Soudain, parce qu'elle est dans la ceinture de Kuiper, Pluton ne serait plus une planète? C'est absurde. Peu importe l'endroit où se trouve Pluton. Le fait que vous soyez britannique et moi américain ne change rien à votre nature. Nous sommes tous deux des êtres humains. La ceinture de Kuiper n'est pas entièrement explorée. Personne ne peut dire ce qui s'y cache encore. Un astronome décide alors de tout découvrir sur elle. Mike Brown veut réaliser quelque chose qui n'a pas été fait depuis 70 ans. Il veut découvrir une nouvelle planète. Il était évident pour les spécialistes qu'on découvrirait des objets plus grands que Pluton dans cette ceinture. Le problème n'était donc pas de savoir s'il y en avait, mais de savoir comment les trouver. Mike met au point un plan ingénieux. Il commence par chercher un télescope. Ce télescope est tout simplement fantastique. On commencera à l'utiliser dans un an. J'ignore combien de temps j'ai mis pour m'en rendre compte, mais il est clair que ce télescope est idéal pour effectuer une étude complète de la ceinture de Kuiper. Il recrute ensuite le meilleur caméraman astronome. Ma tâche consistait à construire la caméra, à la faire fonctionner et à récolter les données. Quand on prend les plus grands télescopes des observatoires, la portion de ciel qu'ils sont capables de restituer sur un cliché est extrêmement réduite. La taille d'un ongle, c'est tout ce qu'on obtient sur un cliché de ces télescopes, alors que les clichés de notre caméra font la taille d'une main.
Le projet comporte une dernière étape cruciale. Mike Brown veut explorer la moindre parcelle du ciel. Une telle étude peut uniquement se faire si elle est automatisée. On ne peut pas procéder comme Clyde Tombaugh qui a comparé des milliers de clichés. Et j'ai calculé qu'en procédant comme lui, il nous faudrait 80 ans, à raison de 8 heures par jour, samedi et dimanche compris. Dernière étape, Mike doit convaincre Chad Trujillo, magicien de l'informatique, à se joindre à son équipe. Une fois mon doctorat en poche, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai trouvé très intéressant de pouvoir travailler avec Mike. Je savais que c'était le genre de défi qui me stimulait. Mais au départ, nous n'étions pas du tout certains de trouver un objet plus massif que Pluton. Tout est en place. Installé à 160 km du télescope, Mike Brown se contente d'attendre. Je ne suis jamais allé jusqu'au télescope pour participer à l'étude. Pas une seule fois. Nuit après nuit, le télescope géant se réveille de lui-même pour balayer une mince portion du ciel. Tous les objets découverts jusque-là, des planètes aux astéroïdes, évoluent plus ou moins dans un plan appelé écliptique. Le télescope commence par balayer les parties du ciel fréquentées par les planètes. Mike reçoit très rapidement des emails avec des objets potentiellement nouveaux. Sur une centaine d'images, il y a quelque chose en mouvement. Le plus souvent, ce ne sont pas des objets, je regarde très vite. Il me faut une seconde pour juger une image, pour dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. De temps à autre, je trouve de vrais objets. On voit les petits points qui bougent dans le ciel. Ceux-là sont aussitôt répertoriés comme véritables objets. Certains des objets qu'il découvre dans la ceinture de Kuiper sont les plus grands jamais observés. Mais il ne trouve aucun objet aussi massif que Pluton. Les adeptes de Pluton redoutent la découverte dans la ceinture de Kuiper d'un objet plus grand que leur astre fétiche. Si Pluton n'est pas l'objet le plus massif de la ceinture de Kuiper, l'astre peut-il encore briguer le statut de planète? Après 10 ans de voyage, la NASA risque de découvrir qu'elle a dépensé 700 millions de dollars pour un astéroïde des plus banals. Mais l'association Pluto Underground a plus d'un tour dans son sac. Elle produit une définition du mot planète censée garantir à jamais ce statut à Pluton, même si on découvre un jour un objet plus massif. La définition d'une planète doit être la plus simple possible. C'est la caractéristique d'une bonne définition. Une planète n'est pas assez grande pour épuiser sa propre matière, contrairement aux étoiles. En fin de compte, la question qu'il faut se poser pour déterminer une planète, c'est la gravité de l'objet est-elle supérieure à la résistance de la matière qui le compose? En d'autres termes, l'objet est-il rond? Si vous demandez à des enfants de dessiner une planète, ils vous font toujours un cercle. Les enfants savent très bien ce qu'est une planète. Ils ne dessinent jamais un triangle, un octoèdre ou une autre forme. Ils dessinent toujours une sphère. Cette définition semble scientifiquement raisonnable. Pourtant, il y a un hic. Pluton n'est pas le seul astre suffisamment massif pour être rond. Si une planète est une question de taille, et que Pluton est une planète, que devient notre Lune qui est plus grosse que Pluton? Pourquoi ne pas dire que c'est une planète? Si une planète est un objet sphérique, il faut inclure la Lune, plusieurs lunes de Jupiter et de Saturne, la Lune de Pluton et bien d'autres astéroïdes. Ce qui ferait bien plus de 9 planètes. Les astronomes sont dans l'impasse. Selon une définition strictement scientifique, il n'y a que 8 planètes.
Si on les inclut toutes, ça fait une vingtaine. Selon ma définition d'une planète, le système solaire en comprend une trentaine. Je dirais qu'il y a 8 planètes. Et tant pis pour les lettres de N. Si vous produisez une définition simple et pertinente du terme planète, et que cela exclut Pluton, très bien, ce sera comme ça. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Les spécialistes préfèrent laisser à Pluton son statut de planète aberrante et ne pas promouvoir les lunes. Si Pluton est momentanément sauvé, c'est parce que les avis ne sont pas unanimes. L'affaire aurait pu en rester là. Alors que les astronomes se déchirent sur le sujet, le reste des terriens vaquent à leurs occupations quotidiennes, convaincus que le système solaire est tel qu'ils l'ont appris à l'école. Il y a 9 planètes, Pluton étant la plus éloignée du Soleil. Même la gigantesque étude du ciel menée par Mike Brown n'a pas permis de trouver un objet plus gros que Pluton. Tous les matins, le télescope envoie des mails sur des objets volants qui se révèlent être des avions, des oiseaux ou des astéroïdes des plus ordinaires. Du moins, jusqu'à ce fameux 5 janvier 2005. La première chose que je me suis dite en voyant cette image, c'est « Est-ce que ces données sont correctes ?» Et j'ai réalisé qu'elles l'étaient. Quand il l'a vu, il était sidéré. Il nous a aussitôt envoyé un email. Un nouvel objet lumineux. Asseyez-vous et respirez profondément. Mike a tendance à embellir les choses, à les rendre plus excitantes en disant « Asseyez-vous ». Vous êtes les seuls à qui je le dis. Enfin, à part ma femme. L'objet qu'il avait trouvé au bout d'une nuit d'observation était très distant, mais très lumineux. Cette combinaison signifie qu'il s'agissait d'un objet extraordinaire. Nous devons garder le secret comme si c'était le plus grand au monde, plus grand que la grossesse de ma femme, chose que j'ai dite à peu de personnes. Il décide de ne rien révéler, car l'objet est trop étrange pour être vrai. La position de l'objet est inhabituelle, à des milliers de kilomètres du plan des autres planètes, à 45 degrés de l'écliptique. Ils doivent d'abord s'assurer que cet objet est bien réel. On a commencé par vérifier toutes nos archives de données. J'ai dit à Mike qu'il s'agissait en fait d'une nouvelle orbite. Mike a regardé, puis moi, et pour finir, Dave Rabinowitz. Il m'a dit où était l'objet et où il devait se trouver auparavant. On l'a retrouvé tout de suite, et là on a su que l'objet était réel. Finalement, on a retrouvé la trace de l'objet sur 20 ans. Ce qui est incroyable, c'est que bien que nous soyons les premiers à l'avoir découvert, un grand nombre de scientifiques travaillant dans des observatoires du monde entier en avaient déjà pris des photos, mais sans réaliser que c'était un nouvel objet. Personne n'avait perçu l'importance de ce petit point. Mike et ses collègues sont les premiers à remarquer que l'objet bouge. L'objet extraordinaire qu'ils ont découvert se trouve aux grands confins du système solaire, 3 fois plus loin du Soleil que Pluton. C'est un astre gelé, couvert de gaz naturel à l'état solide. Les hivers y durent des centaines d'années. De plus, 2003 UB313 est bien plus grand que Pluton. Alors, s'agit-il d'une planète? La logique voudrait que si Pluton est une planète, alors 2003 UB313 en est une aussi. Si Pluton n'en est pas une, alors 2003 UB313 non plus. J'espère qu'on trouvera encore un tas d'objets plus grands que Pluton. S'ils sont faits de glace, alors ce sont des objets de la ceinture de Kuiper. Faudra s'y faire. Le problème de Pluton est de retour. Il est temps de demander l'avis des grands prêtres de l'instance planétaire, l'Union astronomique internationale.
Ce sont les plus hautes instances de l'astronomie. Leurs membres décident des noms qu'on donne dans l'univers, depuis les montagnes de Mars, en passant par les étoiles des autres galaxies. Ce sont eux qui ont la haute main sur le statut de 2003 UB 313 et qui donnent un nom à l'objet. Mais l'UAI a beaucoup de mal à rendre sa décision. Ses membres, eux aussi, calent sur la définition d'une planète. Vous voulez savoir ce que les membres de l'UAI font actuellement? Je n'en sais fichtrement rien. Ils sont réunis à huis clos. En tout cas, si jamais ils annoncent que l'usage du mot planète leur pose un problème sentimental, que Pluton est une planète depuis 60 ans, que ça leur plaît et qu'il ne faut pas chagriner les écoliers, eh bien moi, je ne changerai pas l'exposition. Tant que l'Union astronomique internationale n'aura pas arrêté la définition d'une planète, nous reviendrons à la case départ. Le mot planète est mort. Alors donnez-moi des mots tout neufs pour qualifier les objets qui peuplent le système solaire. Il faudra du temps pour calmer la polémique. Je fais des compromis, vous ne me croyez pas? J'aime le chiffre 8, ça faciliterait ma vie. Mais je continue d'envisager d'autres possibilités. Si l'UAI décrète que Pluton n'est pas une planète, leur décision sera ignorée. Et je prendrai la tête de la contre-offensive. Quoi que décide l'Union astronomique internationale, le chiffre 9 n'entrera plus en ligne de compte. On pourrait se retrouver avec bien plus de planètes et une ribambelle de nouvelles catégories. Nos enfants apprendront-ils encore le nom de Pluton dans 50 ans? Ou bien cet astre sera-t-il relégué comme Cérès, Pallas, Junon et Vesta? Une seule personne peut nous prédire l'avenir de Pluton. Quel âge a Pluton aujourd'hui? 76 ans. Si Pluton était un être humain et qu'il découvrait qu'à son âge, personne ne croit plus en lui, en regardant le thème astral de la découverte de Pluton, j'ai la très forte impression que Pluton restera une planète et que Pluton continuera d'exercer une très forte influence durant des millénaires.